Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Spécial Noël, ce sont 5 épisodes qui vont nous emmener prendre la température du monde en cette période de fête de fin d'année si inédite. Comment le coronavirus va impacter ces fêtes de Noël et comment va-t-on pouvoir préserver les traditions en Finlande, au Cambodge, au Liban, aux USA, au Burkina Faso? Autant de manières différentes de vivre Noël au temps du coronavirus. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut, comment ça va? Dimanche 20 décembre 2020, direction la Finlande, patrie du Père Noël, avec le frère Marie-Augustin Laurent Huyghe-Beaufond, dominicain à Helsinki. Hello, salut, comment ça va? Et voilà, premier épisode de cette série de 4 pour se préparer à Noël. Comment vas-tu bien la planète fait son tour du monde des traditions de Noël en cette période de Covid-19. Est-ce que cette période de Noël va être impactée par cette épidémie, par cette pandémie mondiale? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, tout en découvrant aussi quelles sont les traditions de Noël des différents pays dans lesquels nous allons aller. Et pour commencer, donc nous nous dirigeons vers la Finlande, qui est quasiment, si ce n'est la patrie du Père Noël, et avec nous le frère Marie-Augustin Laurent Huyghe-Beaufond, dominicain présent à Helsinki. Bonjour frère. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, ce temps de Noël va être impacté par cette pandémie mondiale. Aujourd'hui en Finlande, on en est où dans cette pandémie? Est-ce que, comme nous, en France, vous êtes confinés? Est-ce que vous avez des couvre-feux? Comment ça se passe chez vous? Alors la pandémie, en fait, la situation est plutôt mauvaise aujourd'hui en Finlande et c'est une situation un petit peu nouvelle. Bien sûr, comme tout le monde, au mois de mars-avril, lorsque toute l'Europe rentrait en confinement, la Finlande s'était confinée avec des mesures plutôt light par rapport à la France, c'est-à-dire que le télétravail avait été généralisé, mais il était déjà très très courant en Finlande de travailler une partie de son temps en télétravail, donc ça n'a pas changé grand-chose, tous les outils étaient déjà là. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était déjà présent depuis de nombreuses années dans la culture du travail en Finlande. Exactement. C'est-à-dire que dans un emploi de bureau normal en Finlande aujourd'hui, il est normal d'avoir 1 ou 2 jours en télétravail, même en temps normal. Donc en fait, les outils et les solutions techniques étaient déjà là. Ça n'a pas fondamentalement révolutionné les choses. On n'avait pas besoin d'attestation pour sortir de chez soi. Ce qui a changé, c'est qu'au printemps, les bars et restaurants ont été fermés. Le reste des commerces fonctionnait à peu près normalement, mais tous les lieux culturels et de spectacle ont complètement fermé. Et puis la seule mesure un petit peu de restriction des libertés publiques un peu violente qui est apparue, c'est le confinement de la région de Helsinki, c'est-à-dire que la région capitale Helsinki a été séparée du reste du pays. Les vols intérieurs ont été suspendus, le nombre de trains a été très réduit avec des contrôles de police à bord des trains et puis des barrages routiers ont été mis en place pour éviter que les quelques cas qui étaient présents à Helsinki se diffusent, se disséminent dans le reste du pays. Alors, du point de vue des activités cultuelles, pour le coup... Vous avez été impacté comme nous en France? Complètement. Complètement, c'est-à-dire que jusqu'à la Pentecôte, il n'y a pas eu de messe possible avec assemblée. Donc exactement la même situation qu'en France, pas de liturgie publique. Pas de liturgie publique jusqu'à la Pentecôte. Après la Pentecôte, on a pu reprendre des messes avec assemblée, limitées dans un premier temps à 50 personnes pour l'essentiel de l'été. Au début de l'automne, on a eu le droit de passer à 100 personnes par lieu de culte. Et puis là, depuis quelques semaines, on est passé à une limite beaucoup plus stricte, on est passé à 20 personnes. Ah oui, d'accord. Donc en fait, depuis la Pentecôte... Ce que je veux dire, c'est que par rapport à la France, alors est-ce que les Finlandais sont aussi taquins que les Français, c'est-à-dire ça manifeste dans les rues, on veut notre messe, etc. Ou ça reste que... Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, les gens s'y sont pliés. D'une part, l'évêque de Helsinki, la Finlande c'est un seul diocèse pour tout le pays. Le pays est grand comme l'Allemagne, mais il y a un seul diocèse et il y a juste 8 paroisses catholiques pour tout le pays. Cela dit, les luthériens, qui sont beaucoup plus nombreux, ainsi que les orthodoxes, qui sont une minorité importante dans le pays, ont connu les mêmes restrictions. Et pour ce qui est des catholiques, l'évêque a simplement annoncé que l'obligation de messe dominicale était suspendue pour les fidèles et qu'on pouvait aller à la messe à d'autres moments de la semaine. Les paroisses ont mis en place des systèmes d'inscription en ligne
pour réserver son siège entre guillemets à la messe, et les gens ont fait l'effort, les personnes retraitées, les personnes âgées sont allées plutôt en semaine, les familles plutôt le week-end. On fonctionne comme ça pour l'instant depuis le printemps. C'est là où on voit quand même un impact quand même des cultures. On voit que la France a un côté très impétueux et va tout de suite manifester dans les rues. Les Finlandais ont plutôt ce côté très respectueux de la norme, de la loi que nous, soyons clairs, nous n'avons pas forcément de manière immédiate et intuitive. Il y a ça, je pense qu'il y a aussi le fait que l'Église catholique en Finlande, c'est une réalité qui est toute petite. L'Église catholique en Finlande n'a aucune prétention. Mais les orthodoxes, les à, luthériens entre guillemets, n'ont pas réagi comme les catholiques ont réagi en France, n'ont par pas exemple. réagi non plus. Non, 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 il n'y a pas non plus ça du tout. Il y a vraiment une culture de fond qui de fait n'est pas propre qu'aux catholiques. D'autant plus que les catholiques en Finlande, c'est pour moitié des immigrés asiatiques, beaucoup, un peu d'immigration intra-européenne avec des Polonais, des Croates et puis des Africains aussi. Donc c'est un melting pot, c'est très multiculturel l'Église catholique Alors dans les pays nordiques en comment on se général. prépare à Noël, et puis on verra peut-être un petit peu les traditions de Noël après, Oui. mais comment on se prépare à Noël justement dans cette situation de pandémie? Alors les choses changent pas radicalement en fait pour ce qui est de la préparation. Alors oui, bien sûr, ça y est, là depuis quelques semaines, on commence à voir les masques apparaître dans les commerces et dans les transports en commun. C'est dire si on était très très décalé par rapport à la France en termes de réception de la pandémie, puisque c'est assez nouveau pour l'instant l'apparition des masques. Donc on porte les masques, on fait ses achats de Noël, on commence tout juste, mais ça c'est normal, à faire son sapin. Le sapin de Noël arrive plus tard en Finlande qu'en France. On le fait plutôt sur la fin de l'Avent. Quelque chose qui a changé par contre, c'est que la tradition des fêtes de Noël, c'est très très courant dès la fin du mois de novembre et jusqu'à Noël en Finlande. Chaque entreprise, chaque école, chaque association, chaque club sportif, chaque club, tout ça, tout le monde organise une fête de Noël à un moment. On appelait ça le petit Noël, pikkujoulu. C'est donc l'occasion de se réunir entre collègues, en buvant, de faire un peu la fête. Ça a beaucoup diminué parce que tout le monde a bien compris que c'était des foyers d'infection et d'infection et donc d'accroissement de la pandémie. Donc ça, il y a quelque chose de festif qui a un peu disparu dans cette période pré-Noël. De même, la fête de Sainte-Lucie qu'on fête le dimanche 13 décembre, cette année ça tombe un dimanche, mais c'est le 13 décembre, qui est une fête importante dans les pays nordiques. Il y a un culte un peu païen autour de Sainte-Lucie qui porte la lumière à un moment où on en a beaucoup besoin Lucia, dans l'hiver. c'est ça. Au moment du Oui, 8 Santa décembre, Lucia. un peu comme finalement la fête des Lumières à Lyon, ça se mobilise à peu près autour Oui. de cette période? Oui, tout à fait, c'est exactement ça, c'est l'occasion. Alors, sauf que la raison n'est pas du tout la même, il n'y a pas de vœu populaire associé, c'est juste quelque chose qui fait partie de la culture, avec quelque chose autour de la lumière. C'est une célébration de la lumière qui manque. Et normalement, il y a des fêtes, c'est très populaire, il y a des processions, il y a le marché de Noël, etc., etc. Et là, cette année, tout ça n'a pas lieu. Non, ça n'a pas lieu. Donc, Comment réagit le on pays est à cette absence de fête? C'est un peu comme, j'ai envie de dire, les cultes. On accueille, on obéit et puis on fait avec. Alors, mieux qu'on fait avec, en fait, les Finlandais ont trouvé globalement que leur confinement les rendait plus heureux qu'ils ne l'étaient d'ordinaire. Voilà, c'est un peu paradoxal, c'est un peu la seule nation en Europe. Ils expérimentent le syndrome de la l'exception. cabane encore plus que chez nous. Exactement. Coucounés. Ils étaient très contents. Lorsque l'OMS, par exemple, a annoncé que il fallait vraiment se tenir à 2 mètres les uns des autres, la réaction commune ici, c'était quoi? 2 mètres? Mais c'est beaucoup trop proche. Voilà, c'était vraiment ça. Donc on leur demande de ne pas voir les gens, de ne pas sortir, de rester chez soi, de ne pas avoir de contact. En fait, ça leur va très bien, globalement. Ça répond à un désir profond de leur âme qui est d'aller tout seul dans une cabane au fond des bois. Et donc, en fait, ils accueillent tout ça plutôt très bien. La santé mentale des Finlandais, c'est quand même très sérieux, en Europe, n'a pas été marquée négativement par l'expérience du confinement. Ils s'en sortent plutôt bien.
Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale. J'ai demandé à tous les invités, là, du 20 au 24 décembre, de nous proposer une musique traditionnelle de Noël de Finlande. Donc pour vous, qu'est-ce que vous avez décidé de nous faire découvrir, frère Marie-Augustin ? Alors, il s'agit d'un titre qui vous sera peut-être connu. On le retrouve parfois dans des compilations de chants de Noël, notamment les carols enregistrés en Angleterre ou dans l'espace anglo-saxon. C'est un chant latin qui s'intitule Gaudete, Gaudete, Gaudete Christus natus est. C'est en fait, malgré les paroles en latin, c'est un chant finlandais. Ça vient d'un recueil de chants qui s'appelle les Pie Canciones, les chansons pieuses, les chansons sacrées. Un recueil qui date du tout début de la Renaissance en Finlande. Alors la Finlande n'a pas vraiment connu de la Renaissance, on préfère plutôt parler de Moyen-Âge tardif. Et voilà, c'est une célébration très, très joyeuse de la naissance du Christ. Les paroles sont pieuses, hein, quand on regarde le détail, ça raconte la venue de la lumière, le fait qu'il soit venu du sein de la Vierge Marie, que c'est l'accomplissement de la prophétie, avec ce refrain qui revient, Gaudete, Gaudete, Christus natus est. C'est un Noël populaire sur des paroles religieuses. Oui, on écoute ça immédiatement. D'ailleurs, on entend les premières notes qui résonnent dans notre oreille. On se retrouve tout de suite après. On parlera peut-être un peu plus des traditions de Noël en Finlande avec vous, frère Marie-Augustin. Allez, c'est parti. Gaudete Christus natus est. Tempus aedes gratiae apparatabamus, carmina letitiae devote legamus. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Deus homo fatus est natura mirante, modus rema fatus est a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Ezecheris rosa Petram Zephesitur, unde lux est passadus in venitur. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Ego nostro consio salatiame nostro, benedicit Domino salus veti nostro. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Merci beaucoup de cette belle découverte, frère Marie-Augustin. Alors vous êtes frère dominicain à Helsinki, au couvent d'Helsinki depuis quelques années, donc vous avez pu déjà vivre quelques Noëls sur place et cette vie de Noël. C'est quoi les traditions ? On en a évoqué quelques-unes, hein, on en a évoqué quelques-unes juste avant la pause musicale, les fêtes de Sainte-Lucie, les petits Noëls. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus particulières ? Comment on vit Noël en famille, en Finlande par exemple ? Alors de fait, c'est une fête familiale, hein. On se regroupe en famille pour Noël. Et d'ailleurs, Helsinki, les jours entre Noël et le jour de l'an, et dès le 23, en fait, la ville se vide et il devient très très calme. Les magasins sont fermés même en général dès le 24. On se retrouve en famille. Une chose qu'on fait le jour de Noël, c'est qu'on se rend au cimetière. Sur la tombe familiale, on le fait à la nuit tombante, c'est-à-dire vers 14-15 heures, quoi, en gros, avec une bougie, un peu comme si on allait souhaiter Noël ou porter la lumière à ceux qui nous ont précédés dans cette vie. Ça fait de très très jolies photos, les cimetières enneigés avec des bougies. Ça c'est typique finlandais. Alors est-ce que ça veut dire qu'on n'y va pas au rameau à la Toussaint, comme nous en France ? Notre tradition nous de vénérer les morts, c'est plutôt Toussaint rameau. Alors on y va à la Toussaint, on y va à Pâques, on y va aussi pour la fête de l'indépendance, le 6 décembre. On va assez souvent au cimetière en Finlande, on y va assez souvent de fait. Alors donc tous les cimetières donc, sont éclairés dans la nuit du 23 au 24, c'est ça à peu près ? Oui, comme dans la nuit de Pâques. On prend un repas qui est traditionnellement tôt, hein, en Finlande de toute façon comme dans les pays nordiques on dîne tôt, vers 17-18 heures. Le repas, c'est le repas de Noël typique, c'est le jambon. C'est le jambon cuit. Le jambon, d'accord. Oui.
c'est le cochon qu'on gardait pour Noël, qu'on tuait pour Noël, afin de manger un bon jambon à Noël, avec de la purée de pommes de terre, du gratin de carottes, de choux et des rutabagas. C'est l'héritage d'une société très rurale. Hein. Oui, on voit ça. La Oui. Finlande, jusque dans les années 50-60, c'est un pays assez pauvre. On mange volontiers en entrée des harengs marinés. Et puis l'autre plat typique de Noël, c'est le déjeuner du jour de Noël, donc pas le 24 mais le 25 à midi. Le déjeuner du jour de Noël, c'est du porridge, porridge d'avoine ou du porridge de riz, qui est un peu plus luxueux, avec une amande cachée dedans, et l'amande porte chance. Et celui qui a l'amande Un du peu porridge comme la doit fève, chanter. comme la fève de la galette. Exactement. C'est ça. Et on doit chanter une ressemble à chanson. la fève C'est de ça. la galette. On doit chanter une chanson quand on a reçu l'amande qui porte chance. C'est un super. Voilà. Et alors la place, Il y a- la place du sapin, des décorations, c'est aussi important dans la construction de l'avant-Noël aussi chez les Finlandais. Oui, et moins que chez nous, je dirais. Il y a des sapins, on fait son sapin plutôt dans la deuxième quinzaine de décembre, ça arrive un peu plus tardivement que nous. La décoration en général plus sobre, il n'est pas du tout aussi chargé que chez nous, et même assez souvent, il arrive qu'on ait juste un sapin chez soi, mais qui n'est pas décoré. D'accord. On laisse le sapin tel quel, comme ça, chez soi. Quand on le décore, on utilise des décorations traditionnelles qu'on appelle les himmeli, qui sont faits à partir de fétus de paille de même longueur, à travers lesquels on passe un fil pour les relier et former des formes géométriques, comme des pyramides, ou des icosaèdres, ou des dodécaèdres, des formes géométriques. Voilà, on appelle ça des himmeli. C'est un art campagnard qui occupait les soirées d'hiver lorsqu'on ne travaillait pas au champ. On faisait ça à partir de paille. Et la tradition se conserve de fabriquer ces décorations et de les accrocher. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce qu'il y a un rapport au On met cadeau des qui est bougies. Alors les bougies, est-ce qu'il y a un rapport au cadeau Ouais, qui est bougies. différent qu'en France par exemple Non, Non, pas ça tellement. reste, On ouvre ses cadeaux le 24 au soir, éventuellement après la messe. Pour les luthériens et les catholiques, pour les orthodoxes, il n'y a rien de particulier à Noël, hein, Puisque puisque c'est la fête décalé pour de eux, c'est quelques semaines l'Épiphanie. en fonction de... Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est à l'Épiphanie Mhm. chez eux. Les cadeaux après le repas. C'est le pays du Père Noël hein, quand même. Donc C'est ça. bien sûr qu'il y a des cadeaux. Vous êtes déjà rendu au chalet Père du Père Noël. Noël, frère Augustin? Alors non, c'est loin au nord. Je suis pas encore allé aussi loin au nord que ça, à côté de Rovaniemi, qui est une ville un peu sur le cercle polaire là-haut. Je suis pas encore allé jusque là, mais Alors, ils tiennent racontez-nous un peu fermement à cette... s'identifier. Racontez-nous un peu cette identité. Est-ce que les Finlandais s'approprient très volontiers ce lieu de résidence finalement du Père Noël, cette nationalité finlandaise qu'est du Père Noël? Oui, ils seront prompts à la défendre contre les tentatives d'appropriation par les voisins norvégiens et suédois notamment, ou par les faux Père Noël canadiens, etc. Non, le Père Noël, qu'on se le dise, n'est pas au Groenland, n'est pas au Canada. Le Père Noël est un individu finlandais et il y a un centre important du Père Noël qui est capable de répondre aux lettres qui lui sont adressées dans quasiment toutes les langues du monde pendant toute la période de l'automne jusqu'au premier jour du mois de janvier. Et il y a des tas de travailleurs saisonniers qui sont employés pour répondre aux lettres Eh oui, parce que qui viennent du monde entier. Parce que le Père Noël ne peut pas répondre pour nos enfants qui nous écouteraient. Le Père Noël ne peut pas répondre Alors non, il y a à toute chaque une... enfant, bah mais non, il y a toute beaucoup de une... secrétariat pour pouvoir le faire. Exactement, c'est les lutins qui sont chargés de le faire. Le lutin, c'est Tonto. Alors, il y a toute une mythologie autour des lutins du Père Noël. Il y en a plusieurs qui ont des prénoms. Ils sont connus pour leurs différentes activités, pour fabriquer les jouets, pour répondre, pour faire la cuisine, pour allumer les bougies, ou pour faire des mauvais coups aussi. Il y a tout ça. Il y a tout ça, ils ont des noms, il y a des comptines, il y a plein de choses autour des lutins du Père Noël. Oui, il y a tout Et cette un mythologie, univers elle vient culturel autour d'où, de ça. cette mythologie du Père Noël? Est-ce que c'est... alors, on l'a très souvent en France, on a dit que c'était une mythologie qui était construite sur la personne de Saint-Nicolas. Est-ce qu'il y a une histoire de cette mythologie? Est-ce qu'il y a une christianisation, ou justement une christianisation qui n'a jamais été faite? Si, et en même temps, non. C'est-à-dire que oui, le Père Noël a une forme humaine, mais en fait, il y a derrière un vieux truc païen. Le nom du Père Noël en finnois n'est pas du tout lié à Nicolas, c'est pas Klaus, c'est pas Père Noël, c'est Joulupukki, donc littéralement le bouc de Noël. Joulu, c'est Noël, et Pukki, c'est le bouc. Qui est en fait une figure païenne d'un animal probablement sacrificiel au moment du solstice d'hiver, du jour le plus court. Il y a un vieux fond païen qui a été
plus ou moins christianisé à travers la figure de Saint Nicolas, mais Saint Nicolas n'a pas pénétré suffisamment pour qu'il donne son nom à la figure. Donc le bouc est devenu un personnage humain, un grand-père avec une barbe blanche et habillé de rouge. Il y a les Donc ça, c'est canons pas Coca-Cola. iconographiques sont- C'est canon iconographique, c'est pas Voilà. Coca-Cola. Exactement, c'est Coca-Cola, mais pas le nom. Ils ont gardé dans le nom c'est cette référence païenne du bouc de Noël. On voit d'ailleurs ça, souvent il y a des représentations de Noël qui viennent de Suède comme de Finlande d'ailleurs, où on a des statues de boucs avec des grandes cornes un peu stylisées auxquelles on met feu d'ailleurs au moment de Noël. Voilà, il y a un vieux fond païen de mythologie nordique qui ressort à cette occasion-là. Donc un mix entre, j'ai envie de dire, la fête de Noël traditionnelle, j'ai envie de dire, avec un fond chrétien important, que ce soit pour les luthériens, les catholiques, et puis l'épiphanie plus tard pour les orthodoxes. Est-ce qu'il y a d'autres traditions? Vous disiez la bougie aussi avait une place importante, la lumière dans un pays qui en est assez dépourvu finalement. Qui en est fort dépourvu à cette période de l'année, tout à fait. Alors c'est lié à Lucie, donc à la Sainte Lucie le 13 décembre. Mais c'est vrai que dans ces jours préparatoires à Noël, dans les fameuses antiennes eaux qu'on chante à Vêpres, les antiennes qui appellent aux lumières, aux oriens, au soleil levant, ou bien la parole de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue, prend un sens tout à fait différent lorsqu'on manque de lumière et qu'on attend que les jours commencent à rallonger, alors qu'on est plongé dans une nuit quasiment perpétuelle. Dans les autres traditions, il y a le sauna aussi, le sauna de Noël. On va au sauna en famille le soir de Noël, très très fréquent. Les saunas, il y en a partout ici, c'est une activité qui fait partie de la vie ordinaire. Il y a les cartes de Noël aussi. Les cartes de Noël, ça c'est très important parce que les cartes de Noël sont livrées le jour de Noël au matin par une tournée spécifique en poste, dans la mesure où on les a affranchis avec un timbre spécifique et qu'on les a déposés à la poste la date limite c'est autour du 17 décembre, le temps que le tri soit fait et que les tournées soient organisées dans les différents bureaux de poste. Mais ça permet de donner à ses amis, ses connaissances, une carte de Noël qui leur est livrée le jour même de Noël. Ça, c'est une tradition importante. Une autre tradition, c'est la paix de Noël, qui est déclarée par le maire de Turku. Donc Turku, c'est l'ancienne capitale, c'est une ville au sud-ouest de la Finlande, un peu en face de Stockholm. Et le 24 décembre à midi, c'est un rassemblement très officiel, retransmission en direct à la télévision, etc., etc. Tradition qui remonte au XIVe siècle, c'est une tradition donc c'est très ancienne. Non, c'est pas neuf du tout, c'est très ancien. C'est un rappel qu'à Noël, les armes se taisent et que chacun est invité pour ce jour à rentrer dans son foyer et à passer du temps avec ses proches. Et donc on proclame la paix de Noël le 24 à midi. C'est une tradition plus civile que religieuse. Pourquoi Turku particulièrement? Pourquoi pas Helsinki ou un autre lieu en Finlande? Parce que c'est la capitale historique. Turku a été la capitale jusque dans les années 1820-1830. C'était la capitale de la Finlande. C'est la grande ville médiévale du pays. C'est l'ancienne capitale culturelle. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a plus de choses qui se passent à Helsinki, mais la ville historique ancienne de Finlande, c'est Turku, pas du tout Helsinki, qui est une ville beaucoup plus récente en fait. D'autres traditions, on a l'impression, à vous écouter, frère Marie-Augustin, contrairement à ce que nous on peut vivre en France, que Noël n'est pas qu'une grande fête commerciale. En France, on a l'impression qu'elle a été réduite à sa portion congrue des décorations, des marchés de Noël, etc. Mais on sent qu'il y a quand même toute une âme autour de cette fête de Noël et qui n'est pas forcément toujours une âme chrétienne, qui a vraiment un esprit de Noël et que c'est marqué. Vous parliez de tournée, vous parliez de cette fête de la paix. Cette journée de la paix. C'est assez vrai. Il y a bien sûr le vernis chrétien qui est quand même très, très présent, qui donne sa raison d'être à cette fête. Mais les aspects commerciaux, publicitaires, tout ce qu'on veut de Noël sont présents bien sûr. Mais tout ça se vit quand même beaucoup moins dans la frénésie, je trouve, qu'en France. Bon, c'est une marque aussi générale de la vie sociale. Cette frugalité Finlande, dont on parle. C'est ça, voilà, une forme, exactement. Frugalité, simplicité dans les rapports et beaucoup plus de calme. Ça me surprend à chaque fois que je reviens en France. Cette effervescence, le bruit. Ah, l'effervescence, le bruit, les gens qui parlent fort dans la rue, les gens qui s'apostrophent. C'est tout à fait impossible à Helsinki, et même en centre-ville de Helsinki, on n'a pas du tout cette impression-là. Donc il y a une forme de paix et de calme dans lequel tout ça se vit, les choses sont plus ordonnées
Oui, probablement qu'en France. On va arriver au terme, on aurait aimé discuter encore de nombreuses minutes avec vous, mais à un moment donné, il faut savoir se dire au revoir. Allez, mon au revoir ou votre au revoir, c'est votre message, le message que vous aimeriez transmettre à ceux et celles qui écouteront ce podcast. On ne sait pas où ils seront, qui ils seront, de quelle confession ils seront, mais en tout cas, un message de Noël à transmettre à tout ce monde qui nous écoutera dans cette période si particulière que l'univers, que le monde entier traverse en ce moment. Eh bien, ce serait Hyvää rauhallista joulua. C'est un choix de Noël qui... Oui, ça veut dire joyeux et paisible Noël. Que ce Noël soit une occasion de paix dans le tumulte de cette année qui s'achève, où nous n'avons pas été épargnés, où on n'a pas ménagé nos peines et nos efforts pour maintenir un semblant de vie ordinaire. Eh bien, que ce Noël soit vraiment un Noël de paix, que le prince de la paix comble nos attentes en ce Noël. Merci beaucoup, frère Marie-Augustin, d'avoir été notre invité de ce premier rendez-vous de Noël du 20 au 24 décembre. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver ces récits de Noël, comment on vit Noël aux quatre coins de la planète. On se retrouve la semaine prochaine, ou du moins on se retrouve demain, puisque nous sommes le 20, donc le 21, et nous nous envolons vers le Cambodge. On retrouvera le père David Journeau, qui fut notre premier invité du podcast Comment vas-tu bien la planète en avril dernier. Aujourd'hui, on ira prendre des nouvelles déjà, et puis on essaiera de comprendre comment au Cambodge se vit cette période de Noël, quelles sont les traditions, est-ce qu'il y en a. Vous verrez tout ça. Je vous donne rendez-vous demain sur toutes les plateformes de podcast pour Comment vas-tu bien Noël, Comment vas-tu bien la planète spéciale Noël. Merci beaucoup, frère Marie-Augustin, à très bientôt, au revoir. De rien, au revoir. Hello, salut, comment ça va?